Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que du cinéma. Et les gens, des fois, on va parler un peu actu, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu d'actu croustillante, des actus qui font débat. Et vous savez que j'adore les débats. J'adore me confronter aux gens qui ont des idées paradoxales aux miennes. Parce que c'est ça la magie de la démocratie, c'est d'avoir des gens avec qui t'es d'accord et des gens avec qui t'es pas d'accord. Le temps qu'on reste dans le respect et dans l'amour entre les peuples, les gens. Très important. Aimez-vous, faites l'amour pas la guerre. Et du coup, on va parler un petit peu de ce débat qui tourne un petit peu sur le cinéma, disant que le cinéma aujourd'hui est en grosse perte de vitesse, que le cinéma n'est plus aussi intéressant à cause de Marvel, de DC, de Star Wars et tous ces trucs-là, ces roller coasters cinématographiques, comme l'avait appelé Martin Scorsese, taclé derrière par Tom Holland il y a quelques semaines. Alors en soi, Tom Holland, je vais pas aller méchamment vers lui pour une simple bonne raison que c'est un mec qui défend son pain. Parce qu'il faut le dire, là apparemment ils ont signé des contrats pour une nouvelle trilogie, pour plein de bails. Le mec, il se rince en moula et à côté, il fait des petits films à côté très intéressants. Donc ça lui va très bien, il rentre de l'argent pour ces beaux jours, hein, parce que la vie d'acteur, des fois, c'est tu peux être au top un jour et après te littéralement te casser la gueule, hein, surtout aujourd'hui. Et derrière, Tom Holland fait des films un peu plus en indé, qu'il en a fait pas mal quand même durant pas mal d'années. Donc voilà. Mais après, derrière, ça reste chacun un avis. Moi perso, je pense que Tom Holland, il défend son pain, hein, c'est pas mauvais en soi. Je pense que tu défends comme tu peux ce qui te permet de vivre. Et du coup, il y a Ridley Scott, il y a quelques semaines, qui est rentré un peu dans le débat aussi, disant que c'était à cause des millénials. On va y rentrer un peu plus en détail après, mais globalement, je vais dire une chose. Je suis d'accord avec Martin Scorsese et Ridley Scott. Certains vont me dire, vont m'insulter de tous les noms, vont me dire que non, voilà, je suis un odieux connard qui ne comprend rien au cinéma, que je ne comprends pas l'art cinématographique et tout le tintouin, les gens. Mais j'ai envie de dire une chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime profondément le cinéma. Le cinéma, chez moi, est de l'ordre du religieux, de l'amour. C'est quelque chose que j'aime épurément, épernument. J'essaie de parler correctement français sur le coup. Mais que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et que j'ai vu des films totalement différents. Et des films de toute époque, toute génération différente. Attention, je dis pas que j'ai tout vu. Je suis très loin d'avoir le niveau de Scorsese d'un point de vue. C'est une véritable bibliothèque, une encyclopédie cinématographique. Martin Scorsese, il suffit de regarder son top, je crois que c'est 800 films qu'il a meilleur film, et je crois qu'il en sort presque 1 à 2 par an, et c'est vraiment extraordinaire en termes de films, où je suis globalement d'accord que pas mal de ces films sont des véritables chefs-d'œuvre. Alors pas tous, certains, parce que je trouve, j'ai quand même une certaine limite, et surtout que ça reste quand même un point de vue américain, mais cela reste très intéressant. À quel point le cinéma est quelque chose de fort. Et moi, si vous me dites c'est quoi mes références cinématographiques que j'aime, ça reste Sergio Leone, John Carpenter, Dario Argento, Kurosawa. Pas mal de cinéastes qui me parlent beaucoup dans mon travail, mais ça ne m'empêche pas d'aimer des réalisateurs, je pense, actuellement, qui sont très intéressants et que je suis pressé à chaque fois de voir leurs films. Je pense à David Robert Mitchell, qui a fait It Follows, qui a fait Under the Silver Lake, dont je vous conseille vivement les films, qui est pour moi peut-être un des plus grands acteurs du cinéma américain, avec Robert Eggers, qui a fait The Witch, et qui a fait The Witch et The Lighthouse. C'est énorme. Et aussi le réalisateur, je pense notamment au réalisateur de Midsommar. Après, il y a Damien Chazelle, plein de réalisateurs qui vont dans les prochaines années être un gros point du cinéma américain. Et moi, ce qui est dommage, c'est que c'est des films qui font pas non plus énormément d'entrées en salle. C'est des films qui souvent sont bloqués par des grosses sorties, des Star Wars, du Marvel, du DC, et bien sûr tout ce que faisait la Fox il y a un moment avant qu'il soit racheté par Disney. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est des films qui ont de plus en plus de mal, des fois, à trouver leur public. Attention, je parle en France, je parle pas forcément aux États-Unis, dont le système est totalement différent, parce que tu as des films notamment qui sont à Sundance et après qui font des très bonnes carrières derrière. Mais par exemple, des cas comme Parasite sont des braquages.
c'est des exceptions, ce n'est pas les règles. Et si vous regardez par exemple les chiffres du box-office sur les dernières années, et d'ailleurs je prépare une émission qui s'appellera Box-Office, que là je suis en train d'écrire le premier épisode, que j'espère sortir, je pense, courant février, et on va partir du côté de l'année 1960, qui est une année que j'adore particulièrement. Mais c'est très intéressant de voir que le box-office américain, enfin le box-office français, est quand même bouffé par les grosses distributions, Disney, via Marvel et tout le tintouin, et il ne laisse plus aujourd'hui des films respirer. Vous regardez le box-office des années 70, 60, jusqu'à 1080, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus hétéroclite, il y a beaucoup plus de variété. Et encore, ça reste, si vous regardez les box-office, notamment sur Wikipédia, vous voyez des box-office qui sont très larges et qui derrière dépassent le plus 1,8 million. C'est-à-dire qu'il y a des films encore en dessous qui peuvent être très intéressants et qui sont vraiment à voir. Donc, moi, je suis quelqu'un qui fait que le cinéma, à une époque, était beaucoup plus large. Je pense notamment à ces époques-là où tu pouvais aller voir du film américain, tu en avais. Tu avais beaucoup de films français, tu avais des films européens, notamment italiens qui faisaient une grosse partie du marché. Hein. Tu avais quelques films japonais qui sortaient, tu avais vraiment un panel très impressionnant de cinéma. Et justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la période sortie du premier confinement, parce que les films américains n'étaient pas là. Et oui, ils n'étaient pas là. Du coup, je voyais plein de films qui, je me dis, putain, n'auraient jamais découvert leur succès, un tel succès en salle. Je pense à Hitman 4 qui est sorti. Je pense au film sur... c'est cet artiste, ce sculpteur. Sur un sculpteur jeu italien, des fois j'ai des trous de mémoire, les gens, c'est horrible. Mais globalement, il y a des films très intéressants qui sont sortis en salle et ça faisait plaisir. Je me disais, putain, on n'avait jamais eu un aussi gros panel large de cinéma depuis très longtemps en France. Et aujourd'hui, le cinéma américain, vous regardez actuellement, il y a des tas de bons films qui sortent sur le box-office français. Attendez, un petit coup de box-office. Ouais, tant que je suis sur la page, les gars, j'en profite. Le box-office de cette semaine. Regardez par exemple, vous regardez Spider-Man, 6 millions d'entrées, 500 000. Et à côté, t'as The Attendant, en attendant Bonjacle, qui est un très bon film français, que je vous conseille vivement, sur vraiment un film sur la folie. J'en ferai pas une critique parce que j'ai pas non plus 4 milliards de choses à dire. Ou le Paul Thomas Anderson qui fait 100 000 entrées, quoi. Moi perso, ça me fait de la peine, hein. Ça me fait une peine de ouf. Et Matrix 4, voilà, que j'aime pas, je l'ai critiqué, Matrix 4. Clairement, c'est pas pour moi bon, ça fait même Matrix 4, ça me fait chier qu'il ait pas fait au moins 100 millions d'entrées. Ça me fait moins chier, ça me fait plus chier que Spider-Man obtient presque 5 millions, plus de 5 millions d'entrées, et Matrix n'arrive même pas à atteindre le million. Je trouve ça quand même vachement grave. Et on va parler de ça aujourd'hui. Après 8 minutes, je rentre dans les débats. Où Ben Affleck prédit seulement 40 films par an au cinéma dans un futur proche. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cher Ben ? L'acteur et réalisateur analyse le flop de The Way Back que j'ai sur un dossier que je dois voir, mais malheureusement que je n'ai pas encore pu voir. C'est un film avec Ben et clairement ça a l'air très sympa. Et Le Dernier Duel. En décembre, Ben Affleck est interrogé par The Playlist sur le flop en salle du Dernier Duel de Ridley Scott et sur les propos de son réalisateur qui mettait sur le dos des millénials qui ne veulent pas apprendre quoi que ce soit qui ne soit pas marqué sur leurs iPhones. Soyons honnêtes, qui n'a jamais eu envie de dire ça en promo, répondait Ben Affleck en souriant. Ridley est au stade de sa carrière où évidemment il ne se soucie plus du tout de ce que pensent les gens. Il ajoutait ensuite, plus sérieusement, être inquiet pour le cinéma et finissait par lâcher « Je crois que Le Dernier Duel sera mon dernier film à sortir au cinéma parce que je n'ai pas envie de jouer dans un film de franchise avec ce public plus ou moins acquis. Ça m'intéressait à une époque, ça ne m'intéresse plus ça. » Donc, déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce paragraphe. D'ailleurs, sur le site de Première, que je mettrai dans la description si vous voulez le regarder un peu plus de votre œil, tout simplement. Et on va dire que
Je suis assez d'accord avec Ridley Scott et aussi les propos de Ben Affleck. Pour un truc très simple. Les gens, je vais parler un peu de 3615 My Life. Je bosse dans un lycée. Et je vois à quel point les gamins sont accros à leur téléphone. Alors moi perso, je le suis un petit peu, parce que bon, je bosse avec et que du coup, je dois aller très vite, répondre très vite. Mais je vois les gamins, ils sont accros à leur téléphone. Je ne passe pas une journée dans un couloir à faire ton téléphone, ton masque. Oui, puisque bon, en ce moment, on est dans la période aussi, donc comme ça, donc je suis un peu obligé tout le temps. Mais clairement, je vois que ils sont vraiment accros. Ça se voit les millénials. Moi, là déjà, je vais vous dire une chose. Ceux qui passent le bac cette année, c'est les 2004, je crois, 2004-2005 qui passent leur bac cette année. Ouais, c'est ça, je crois, non, 2004. Puis donc tu fais putain, moi j'ai 10 ans d'écart avec ma petite sœur qui est une 2002, donc putain, tu fais waouh, il y a un monde. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de mal à se concentrer sur des films, je pense, qui vont les sortir de leur carcan. C'est-à-dire qu'ils aiment être acquis. Et c'est un public justement que Disney a réussi à matrixer très vite et justement très bien pour que des films, aller voir des films justement qui sont dans cette voie-là. Des films très bien marketés, des films qui sont dans ce sens-là. Alors les gens vont me dire oui, il y en a certains. Oui, mais j'ai envie de dire, ça vient aussi de l'éducation des parents. Il y a des parents qui sont cinéphiles, des parents qui sont curieux, qui vont pousser leurs enfants à aller voir d'autres trucs. Et ça, c'est valable autant chez le petit bourgeois que chez le mec de Tchékar. Le mec de Tchékar, si tu as des parents qui sont curieux, qui ont un peu de culture et tout le tintouin, ils vont t'amener clairement voir des films intéressants, des films qui vont t'apporter autre chose. Je pense notamment au cas de Parasite, qui a été un véritable braquage. Et je vais dire une chose, Parasite, c'est une exception dans tout ce qui a été fait cette année-là. Parasite, c'est un braquage. Ce film n'aurait jamais dû marcher autant, et pourtant, il a cartonné. Et c'est ça qui est très fort. C'est que même si je suis très débutatif sur plein de choses sur Parasite, mais clairement, le film a super bien marché. Étonnamment, alors qu'à côté, il avait quand même des gros mastodons. Et ça faisait vraiment plaisir de voir un film d'auteur, un film fort, être aussi en haut du box-office. Et ça faisait vraiment plaisir cette année-là. Et du coup, je vois les gamins, aujourd'hui, s'ils n'ont pas les parents derrière pour les pousser un peu, des fois leur faire découvrir d'autres trucs, et leur ouvrir sur plein de choses, et ça c'est aussi valable sur le cinéma que sur plein de choses. Je suis quelqu'un qui fonctionne de manière très simple, je pense que les voyages forment la jeunesse. Ce que je veux dire dans ce dicton, c'est-à-dire plus tu voyages, plus tu vois d'autres choses, plus tu t'ouvres des panels larges, plus c'est intéressant. Moi par exemple, je veux dire une chose, je suis pas de parents non plus très évolués en termes de goût de cinéma, mais j'ai mon père qui un petit peu m'a amené voir d'autres trucs, certes des gros blockbusters, je pense à Seigneur des Anneaux, Matrix, Harry Potter, je suis allé les voir avec lui, mais je suis allé voir des films très intéressants aussi à côté, et ça m'a développé une petite cinéphilie qui derrière que j'ai étoffé un peu avec le temps. Par exemple, je sais qu'avec le temps, je suis tombé amoureux du cinéma de Léon, déjà très jeune, de John Carpenter très jeune, quand ça passait à la télé sur TPS à l'époque, pour les boomers qui se souviennent de ce qui était TPS. Donc voilà, c'est quelque chose de très large, et c'est ça que j'aime justement sur ce que m'a appris mon père, c'est que ça m'a permis d'amener un cinéma qui n'est pas de l'ordre que du blockbuster ou d'autres choses. Et c'est ça que je lui remercierai éternellement. Rebelote quelques semaines plus tard pour Entertainment Weekly, dont il fait la une. L'acteur, scénariste, réalisateur, producteur reconnu est interviewé par son pote de toujours, Matt Damon. Il revient au sujet de son nouveau film, The Thunderbolt, réalisé par Josh Clooney, sort streaming sur Amazon Prime. Tu sais, je vais pas la ramener, car c'est toujours ennuyeux. Mais je peux te dire que The Way Back de Gavin O'Connor, sorti en 2021, est sorti. C'était une semaine avant la fermeture massive des salles aux États-Unis à cause du Covid. Et même avant sa sortie, je savais que ce drame sur le deuil, la mort, les enfants et l'alcoolisme, ainsi que sur la manière de s'en remettre, allait pas attirer les adultes dans des cinémas. Et justement, je m'arrête sur ça, et aujourd'hui, je prends une phrase de Pascal Logier qui est très intéressante, vous pouvez voir la vidéo sur
son interview sur le site de Filmo TV, je vais mettre le lien en description, où il dit cette phrase que moi qui m'a toujours étonné, et ça 2012, il a refait pour Ghostland en 2016, je crois que c'était 2016-2017, je ne me souviens plus, c'est quand la sortie de Ghostland, et clairement il disait que le cinéma est aujourd'hui adapté au désir d'un enfant de 12 ans, et c'est quelque chose que je crois profondément. Aujourd'hui, je pense qu'il y a au cinéma une infantilisation du public. Une infantilisation morale, psychologique, sociétale, sur plein de choses, disant qu'aujourd'hui, le cinéma est fait pour un enfant de 12 ans et que derrière, ça doit permettre qu'au public de voir des films d'un certain âge mental. Excusez-moi, faut dire comme chose, quand Sam Raimi faisait Spider-Man, c'était encore d'un autre level comparé au dernier Spider-Man. Certains vont dire, je l'ai pas vu, hein, mais je les ai revus après derrière en stray et d'une manière, voilà, comme je ne dirais pas. Mais c'est pas bon, faut arrêter. Il n'y a pas une once de cinéma, il y a juste, c'est filmé pour être filmé, hein. Franchement, je vais vous dire une chose, c'est méchant, hein, mais il y a des pornos où il y a plus de mise en scène et de moins de profondeur de champ que dans ces films. À un moment, faut arrêter. Il faut arrêter, clairement, c'est... Je vais pas me faire des amis avec cette vidéo, je le sais, hein. Nous parlions juste avant de Narco, Mexico, Succession et Mare of Easttown. Il y a toutes ces choses incroyables qui passent en streaming. Roma, ce n'est plus la mode la mode des séries à l'ancienne, des longs produits serial, comme quand on était enfant. On ne pouvait voir que mon père sur une petite télé en noir et blanc. Si je devais parier, je dirais un drame comme Arco, qui a en 2010 d'ailleurs remporté l'Oscar, ne serait plus fait pour le cinéma aujourd'hui. Et pourtant ce n'est pas vieux. Bah oui, c'était il y a 12 ans. Et oui, 12 ans. Et je venais d'avoir tout juste 18 ans à cette époque-là. Ah ouais, ça me rajeunit pas, hein, les gens. Je vais me faire insulter de boomer dans les commentaires. Pourtant, ce n'est pas si vieux. Mais ce serait une série limitée. C'est pas faux. Je pense qu'Arco aurait été une série en 3-4 épisodes, une mini-série. Je crois que les films destinés au cinéma vont devenir de plus en plus chers et événementiels. Ils seront destinés aux jeunes gens qui se diront « Hey, je suis à fond dans l'univers Marvel, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. » Alors, il n'y aura plus qu'une quarantaine de films par an, probablement des franchises, suites et films d'animation. Et moi, c'est une peur qui me hante. Je pense qu'en France, on est un peu plus épargné, je pense encore. Mais je pars du point de vue quand même de Ben Affleck, quand même, qui est très américain, et qui derrière, je pense qu'il y aura toujours quelques films de Sundance qui vont passer, quelques films de festival, quelques films de quelques auteurs un peu confirmés, des Paul Thomas Anderson, des Wes Anderson, et ceux que je peux citer encore, David Robert Mitchell et Robert Eger et toute la clique, justement de Damien Chazelle et tout un temps des auteurs au sens large qui ont quand même déjà une solide réputation dans le cinéma. Et bah, je pense qu'ils arriveront peut-être trouver la salle, mais ça va être des exceptions, ça ne veut pas être la règle. Moi perso, j'aimerais bien que ces films-là soient la règle et pas justement des exceptions. Ça me chagrine énormément. Vous pouvez me traiter de vieux con, mais clairement, moi, je viens d'une époque où tu avais quand même un cinéma, je pense, très large, très très large, dans les années 90. Même si le cinéma français se portait pas bien, tu pouvais aller voir des films de kung-fu sur Paris, tu pouvais aller voir des tas de films un peu d'exploitation, des films un peu bis. T'avais le festival de Paris où t'avais plein de films extraordinaires qui sortaient, t'avais des choses encore neuves à créer et qui allaient avec beaucoup d'inventivité. Aujourd'hui, on est sur de la suite, du remake, du préquel, de mes couilles, de films, et moi, c'est quelque chose qu'à un moment me casse les couilles. J'en ai marre qu'on n'offre pas au public quelque chose à la hauteur et qui va l'élever. Moi, comme je disais avec Pascal Logier, moi j'en ai marre que quelqu'un me prenne moi je me fais presque insulter. Moi j'ai l'impression de me faire insulter quand je vois ces films-là. J'ai l'impression de me dire, mais arrête de me prendre pour un idiot. Ça m'emmerde profondément. Dernier paragraphe.
Revenons plus précisément sur l'échec de The Last Duel. Ben Affleck, qui a coécrit le projet avec Matt Damon et Nicole Offerser, je vais jamais rien dire donc on passe, ajoute: ce film, ça a été vraiment un déclic pour moi. J'ai fait de mauvais films. Oui, tu as fait de mauvais films. Et encore Ben Affleck, moi je lui en veux pas. Je pense qu'il a fait quand même des films mauvais, mais c'est pas le pire, excuse-moi. Qui n'ont pas marché. Et ça m'a pas fait tiquer. Parce qu'il savait que c'était mauvais. Donc en soi, j'en rate, c'est mauvais, c'est pas grave. Je sais pourquoi les gens n'y sont pas allés. Parce qu'ils étaient ratés. Et ça, c'est logique. Un film raté, des fois, ça mène pas à ça. Alors en soi, c'est aujourd'hui, t'as pas mal de films de merde qui font quand même des grosses entrées. Donc mais j'aime ce qu'on a fait. Et je pense qu'il parle du dernier duel. J'aime ce qu'on avait à dire. Et j'en suis fier. Et d'ailleurs, le dernier duel, c'est vraiment pour moi un de mes films de l'année. Car c'est un film qui a beaucoup à dire. C'est un film qui a une très bonne mise en scène. Où je trouve Ridley Scott avait vraiment sorti ses doigts du cul pour ce film-là. Là où je trouve que House of Gucci, justement, ses doigts étaient justement profondément dans le cul. Donc j'étais très confus. Et quand j'ai vu qu'il sortait sans s'aimer en streaming, je me suis dit, voilà, c'est là qu'est le public. Qu'aujourd'hui, justement, le Covid a fait énormément de mal aux salles de cinéma. Le cinéma, aujourd'hui, a beaucoup de mal à tenir, et encore aux États-Unis, c'est encore pire parce qu'ils sont restés beaucoup plus bloqués qu'en France. En France, on s'en sort pas trop mal malgré des restrictions, mais je pense qu'aux États-Unis, c'est quand même plus compliqué, car ils ont déjà de base aux États-Unis toute une culture un petit peu de la VOD sur plein de trucs. Je pense notamment au pay-per-view. Si vous regardez du catch, de la boxe ou du MMA, il y a des mecs qui claquaient 60 balles pour une soirée, pour un show de 3 heures. Pour regarder Mike Tyson contre Holyfield, regarder WrestleMania dans le catch, regarder le dernier match de McGregor ou de Brock Lesnar du moment du UFC. Bah, des gens, voilà, ils ont cette culture-là. Et clairement, aujourd'hui, c'est pour ça que des vidéoclubs sont morts. Beaucoup de vidéoclubs sont morts. C'est pour ça que plein de choses dans l'industrie sont morts. Et qu'aujourd'hui, en France, par exemple, des distributeurs se battent tous les jours pour pouvoir laisser aux gens de pouvoir avoir un objet physique, quelque chose de fort au cinéma, avec des making-of, avec plein de documentation cinématographique. Je pense à tout ce que fait par exemple Carlotta Film, Joker Film, et tout un tour, le Chat Noir, tous ces distributeurs qui font un travail incroyable d'un point de vue du cinéma français, car ils méritent le respect. Pour moi, en France, je vais vous dire une chose, on fait les meilleures boîtes physiques du monde, avec les Anglais, parce que Arrow fait en Angleterre fait un travail, c'est anglais ou américain, je crois que c'est anglais, fait un travail incroyable de leur côté, et que en France, quand tu vois les illustrations qu'on fait, les coffrets collector et tout un tour, même les DVD Blu-ray, clairement, faut arrêter. On fait un travail exceptionnel. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, et qui aujourd'hui, maintenant, le dématérialisé est en train de quelque part, les gens, et je ramènerai juste un point sur un autre point, c'est qu'aujourd'hui, je pense que même la série a pris beaucoup plus de pas que le cinéma. Dernièrement, je me tape certaines séries, voilà, qu'on m'a conseillées, voilà. Là, je suis en train de me taper Euphoria. Et je pense qu'Euphoria, à quelques années, aurait été une véritable œuvre de cinéma. Je pense qu'il aurait été une véritable œuvre de cinéma. Je pense qu'aujourd'hui, la série sur les sujets matures a pris le sujet. Et notamment, c'est pour ça que beaucoup de jeunes adultes vont regarder des séries un peu plus olé, déconseillées aux moins de 16, plus. En France, moi, j'espère que des films comme des réalisateurs comme un peu plus houleux, comme Gaspard Noé ou d'autres, continueront à faire leurs films qui permettront d'avoir une distribution et quelque chose qui fera tenir un cinéma pour moi un peu plus... Un cinéma avec un grand C. Je dis pas le cinéma du haut, parce que j'aime pas infantiliser les gens et dire non, il y a le cinéma. Non, il y a le cinéma avec un grand C, avec un C justement qui te montre avec beaucoup d'amour. Et pourquoi moi je dis aux gens, pourquoi tu dois voir ce film? Je dis pas, t'as pas vu regarder ce film, t'es une merde. Non, je dis pourquoi tu dois regarder ce film. Et clairement, ça, tu vas voir ça, et ça va te faire waouh! C'est génial. Après, des fois, tu peux tomber sur des films de merde. Hein. Combien de fois je connais des personnes qui m'ont amené au Cinoche, ils ont cru on allait voir des films de merde, mais c'est des expériences. Ou même, par exemple, des chaînes comme Antoine Goya qui parlent de films que je connais des fois absolument pas, parce que nous sommes sur des styles tout à fait différents. Et clairement,
Bah, j'apprends des trucs. Ok, je ferme ma gueule. Je regarde des films qu'il m'a conseillés. En soi, j'aime pas. C'est des goûts, ça c'est purement du goût. Mais c'est des œuvres très intéressantes qui vont pas me laisser impartial. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez d'accord sur ça. Après, le seul truc que je trouve cool vis-à-vis de la VOD, aujourd'hui, je vais partir sur une note de positif. La seule chose que je vais mettre en plus sur la VOD, c'est que ça permet à des gens qui n'ont pas de salle de cinéma à proximité, qui ont des choses vraiment très compliquées, c'est très compliqué d'un point de vue logistique, cinématographique, ça leur permet justement d'aller voir des films, et notamment, même si c'est... Voilà. Mais globalement, c'est vrai que ça m'attriste. Moi, je me souviens dans une salle à Paris, sur une diffusion du Rocky Horror Picture Show, un peu comme aux États-Unis, où ils avaient tout fait avec des gens costumés, tout un temps, qui récitaient les répliques, qui dansaient sur scène. Et tu vois, c'est ça qui fait que le cinéma est quelque chose de grand et que par exemple, tu ne pourras vivre qu'en salle. C'est des expériences comme ça qui fait que le cinéma est un art. Et justement, et comme il y avait un autre article un peu plus développé, où il disait que par exemple, que le cinéma peut devenir presque un show de Broadway à $150 et tout. Je trouve ça un peu exagéré. Après, c'est peut-être la situation aux États-Unis, c'est trop compliqué. Après, j'espère qu'en France, nous arriverons pas à ce niveau-là. J'espère que nos politiques protégeront le cinéma français. Et on va revenir très prochainement. On va parler un peu de cinéma français juste après. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez à dire. Si vous avez quelque chose à dire sur ce que j'ai à dire, je peux dire des conneries des fois, parce que sur 25 minutes de live, des fois je pars à droite à gauche, mais clairement, moi, c'est quelque chose qui me chagrine énormément, et je suis d'accord, je suis plus d'accord avec Ridley Scott que sur ce qu'il dit, et en partie Martin Scorsese. Voilà, donc t'as des gens, moi j'ai choisi un peu entre guillemets mon camp et ma façon de voir les choses, mais si vous n'êtes pas d'accord, sortez-moi des arguments et on en débat dans les commentaires. Et oui, j'ai pas aimé Matrix 4 encore, les gens, désolé. Je vous dis donc à la prochaine, pensez à vous abonner, à mettre un petit like et tout le temps, ça fait toujours plaisir la famille. En tout cas, je vous dis donc à la prochaine. Ciao.